Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment va ce matin? Ça va. Aujourd'hui, c'est jeudi, on parle de quoi? On repart déjà 58 ans en arrière. 58 ans? Oui, on repart le 20 février 1962. C'est le jour où le premier Américain a fait le tour du globe terrestre, donc John Glenn. Le premier astronaute américain à avoir fait le tour de la Terre. Évidemment, il n'est pas le premier à l'avoir fait, puisque 10 mois auparavant, c'était Yuri Gagarin qui avait réussi cet exploit-là. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de la conquête spatiale américaine, c'est que, évidemment, la prouesse technologique réalisé par John Glenn et l'ensemble de l'équipe de la NASA marquait en fait le lancement véritable des États-Unis dans ce que les historiens appellent la course spatiale ou la course à l'espace. Parce qu'il faut savoir que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux superpuissances qui vont émerger de ce conflit planétaire-là, à savoir la Russie, qui était à l'époque l'Union des républiques socialistes soviétiques, dont l'URSS, et qu'on appelait le bloc de l'Est, et puis on avait à l'Ouest, on avait les États-Unis d'Amérique. Et lorsque John Fitzgerald Kennedy arrive en novembre 1961 au pouvoir, à la Maison-Blanche, les Russes viennent à peine quelques semaines plus tard, les Russes réussissent la prouesse d'envoyer Yuri Gagarin dans l'espace. Et donc, ils marquent là un grand pas par rapport à la course à l'espace et donc montrent clairement qu'ils ont une avance sur les Américains. Avance que ces derniers pensaient détenir, notamment sur le plan militaire, parce qu'il faut savoir que c'est les Américains qui avaient la bombe nucléaire avant les Russes, puis les Russes vont rapidement l'avoir et les Russes vont être les premiers à envoyer un satellite artificiel dans l'espace, puis un être humain, donc le faire envoyer dans l'espace, faire le tour de la Terre et revenir. Et donc, véritablement, sur le plan technologique, la Russie était clairement en avance. Et donc, pour John Fitzgerald Kennedy, il est inacceptable que, évidemment, l'avance technologique soit du côté de l'ennemi, donc du côté du bloc de l'Est. Et donc, il va décider de donner les moyens conséquents à la NASA, qui était l'agence fédérale spatiale américaine, lui donner véritablement les moyens pour pouvoir, elle aussi, se rattraper son retard vis-à-vis de l'agence spatiale russe et surtout aller voir la dépasser et être en avance. Et donc, c'est à partir du 20 février 1962 que les Américains vont montrer aux Russes qu'ils avaient aussi, eux aussi, la capacité technique et technologique pour pouvoir envoyer un être humain dans l'espace et le faire revenir sur la Terre. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que l'on a découvert il y a 4-5 ans que les personnalités qui étaient au cœur même de ce système-là, au cœur même de cette réussite-là, c'était des personnalités noires, afro-américaines, et cela est magnifiquement raconté dans le film Les Figures de l'ombre, sorti en 2007, le film de Theodore Melfi, qui raconte notamment l'histoire de Katherine Johnson, Mary Jackson et Dorothy Vaughan, qui sont ces trois ingénieurs américaines-là, qui vont travailler dans le programme Mercury, c'est le nom du programme qui va permettre justement d'envoyer d'abord les gens dans l'espace. C'est ce programme Mercury-là qui faisait suite au programme Saturne, parce que c'est Saturne qui envoie d'abord des satellites dans l'espace, puis des satellites. Et ensuite, on va passer au programme Mercury qui va permettre d'envoyer un être humain dans l'espace et par la suite passer au programme Apollo. Et l'Apollo va permettre justement d'envoyer des gens sur la Lune. Et donc, le programme Mercury est véritablement très important puisque ce sont ces trois femmes-là qui vont, notamment Katherine Johnson, qui va, elle, être chargée de faire l'ensemble des calculs qui étaient nécessaires pour pouvoir, évidemment, mettre en orbite John Glenn et le faire amener. Cela est magnifiquement raconté dans ce film-là, sorti en 2017, qui avait été primé aux Oscars, justement, où on avait Taraji P. Henson qui avait reçu l'Oscar du meilleur second rôle féminin. Donc, c'est un super film qui raconte véritablement très bien comment ce programme Mercury-là avait pu se mettre en place, les conditions assez difficiles,
parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on est en pleine ségrégation raciale et donc, et aussi on est dans un monde particulièrement machiste. Donc, les personnages ici, Katherine Johnson, Mary Jackson et Dorothy Vaughan ont la double malchance d'être noirs et des femmes. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Mais si vous suivez ce film, vous allez véritablement voir comment est-ce que le programme Mercury a pu se mettre en place et permettre justement à John Glenn de pouvoir faire ce tour-là autour de la Terre et revenir et montrer ainsi que les États-Unis avaient pu rattraper leur retard par rapport à la Russie. Et c'est à partir de là que véritablement le programme Apollo va se mettre en avance et les Américains vont prendre de l'avance jusqu'à l'apologie, jusqu'à la période où, en 1969, je crois, Neil Armstrong va être le premier être humain, le premier Américain aussi, à poser les pieds sur la Lune. Ce qui est très intéressant également dans cette histoire, c'est que il faut savoir que durant la guerre froide, le conflit se faisait à tous les niveaux. D'abord sur un conflit idéologique, parce qu'on avait d'un côté le bloc capitaliste et on avait le bloc socialiste. D'un point de vue technologique, et la technologie ici, le lieu qui était véritablement indiqué pour véritablement montrer sa toute puissance sur le plan technologique, et ça, c'est toujours le cas jusqu'aujourd'hui, c'est l'espace. Parce qu'il faut savoir que pour montrer qu'un pays a maintenant la puissance technologique, ce pays-là doit être en capacité, d'envoyer ses propres satellites dans l'espace, envoyer des êtres humains. Et donc ça, c'est aussi vrai que l'histoire contemporaine l'a toujours démontré, parce que après l'Union soviétique puis les États-Unis, d'autres pays, notamment occidentaux, la France, l'Angleterre, etc., grâce au soutien évidemment des Américains d'une part, et puis maintenant du programme, ce qu'on appelle du programme spatial européen, qui se fait bien entendu en accord avec la Russie, cela va continuer. Mais à côté de cela, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus un pays qui soit en capacité d'envoyer lui-même, de par lui-même, en dehors de la Russie. La Russie seule est le seul pays, pour l'instant, qui envoie des gens régulièrement dans l'espace. Les autres pays, les États-Unis, avec l'abandon des navettes spatiales, n'a plus cette capacité-là. La NASA fait maintenant appel à des opérateurs privés, notamment SpaceX, qui est chargé d'envoyer des satellites. À côté, on a le programme spatial européen qui est incarné par la fusée Ariane, qui permet aussi d'envoyer des satellites dans l'espace. Mais à côté de cela, évidemment, on a les Américains, les Européens et les Russes qui travaillent de concert uniquement sur le domaine spatial. Pour le reste, évidemment, c'est véritablement chacun pour soi, Dieu pour tous. Et maintenant, à côté de cela, vous avez la Chine qui a décidé d'être en marche de ce programme-là. Vous savez aussi qu'en dehors de la Chine, là je vais y revenir aussi, c'est important, il y a ce qu'on appelle, on a une base spatiale, la base spatiale internationale, qui est une création d'un ensemble de pays riches, en fait de pays riches avancés technologiquement, les États-Unis, la France, le Japon, la Corée, etc. Et c'est la Russie, bien entendu. Et c'est à partir de la base de Soyouz en Azerbaïdjan que les Russes envoient des gens travailler sur cette station spatiale européenne. À côté de cela, maintenant, c'est ce qui est aussi important, la Chine est en train de construire sa propre station spatiale qui sera certainement opérationnelle aux alentours de 2024-2025, si tout se passe bien. Et la Chine, si elle parvient à mettre en place à la fois son programme de lanceur, c'est-à-dire avoir la capacité d'envoyer des taconautes, c'est comme ça qu'on appelle des spationautes chinois dans l'espace, et la capacité de pouvoir travailler eux-mêmes, développer leur propre programme de recherche dans l'espace, la Chine marquera un grand pas technologique, et cela prouvera qu'elle est déjà, pour ce qui concerne le domaine spatial, elle devient l'égale des Américains et des Occidentaux de manière générale. À côté de cela, il y a aussi un autre pays qui veut également affirmer sa toute-puissance dans le domaine spatial. On n'en parle pas souvent assez, mais c'est l'Inde. L'Inde qui est en train de développer lui aussi son propre programme de lanceur. L'Inde espère parvient déjà à envoyer des satellites. Ils ont réussi cette prouesse l'année dernière. Maintenant, c'est certainement, eux, ils espèrent que dans les 5 ans minimum, 5 ans, 6 ans qui viendront, eux aussi, ils seront en mesure d'envoyer par leurs propres moyens des hommes dans l'espace. Donc, tu vois qu'à partir
du programme des Russes qui a commencé dans les années 60, en 61 avec Yuri Gagarin, en 62 avec les Américains, puis John Glenn qui est envoyé dans dans l'espace, puis on aura Neil Armstrong qui ira sur la Lune en 69. Et ben, à partir de là, tous les pays du monde qui voudront prouver, tous les pays qui veulent prouver à la face du monde qu'ils sont eux aussi des véritables puissances technologiques, ils sont obligés d'envoyer soit des satellites, soit plus tard des êtres humains dans l'espace. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant ici. En ce qui concerne John Glenn, c'est qu'il est le premier Américain, certes, à avoir été dans l'espace et à y revenir. Et deuxièmement, le programme Mercury a fait travailler des personnalités afro-américaines qui ont été au centre même du développement même de cette technologie spatiale-là. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Stop Fresh Morning.